Bonsoir à tous, voici les principaux titres de l'actualité de cette semaine. Le projet de loi pour lutter contre la prostitution a été adopté mercredi après-midi par les députés. Le père Jean-Philippe Chauveau, prêtre auprès des prostituées, nous donne son avis. Le cardinal 23 a lancé l'année de l'appel à Paris samedi dernier. Nous verrons de quoi il s'agit. L'Avent a commencé, y compris sur Internet. Reportage à Lille chez ceux qui animent des retraites spirituelles en ligne. Notre dossier portera sur la situation en Ukraine, un pays déchiré entre l'Est et l'Ouest, comme nous le dira Antoine Arjakovski, fin connaisseur du pays. Et nous serons aussi avec Guillaume Goubert, rédacteur en chef à La Croix. Voilà pour le sommaire. Pour ouvrir cette édition, on vient d'apprendre en début d'après-midi la mise en place d'une commission spéciale pour lutter contre la pédophilie dans l'Église. Cette décision a été prise au dernier jour de la réunion du Conseil des 8 cardinaux, réunis autour du pape François au Vatican. À quoi va servir cette nouvelle commission ? Poursuivre la collaboration avec les autorités civiles et proposer de nouvelles initiatives, notamment la formation des personnes qui travaillent au contact des plus jeunes. Évidemment, cette commission aura aussi à cœur de soutenir les victimes et leurs familles. Autre sujet grave, la guerre continue en Syrie. Il y a 3 jours, des rebelles ont investi le couvent orthodoxe grec de Mar Takla, un couvent situé dans la ville chrétienne et aujourd'hui déserté de Maaloula. Les rebelles ont enlevé 12 religieuses ainsi que plusieurs orphelins dont elles avaient la charge. Le pape François et Jean X, le patriarche grec orthodoxe d'Antioche, ont chacun demandé de prier pour elles et pour toutes les personnes enlevées en raison du conflit. Le nonce apostolique en Syrie, Monseigneur Mario Zenari, nous a confié hier savoir que les otages sont en vie, mais ignore le mobile des ravisseurs. La première nouvelle que j'ai reçue, c'est que quelqu'un du patriarcat grec-orthodoxe a eu la possibilité de parler au téléphone avec le supérieur de 12 religieuse de Maaloula et le supérieur lui a dit au téléphone que tout va bien. Mais comme vous pouvez imaginer, peut-être elle n'était pas tellement libre de s'exprimer. Et ça nous rassure déjà qu'elles ont eu la possibilité de parler au téléphone. Je crois que l'endroit où elle se trouve actuellement doit être pas loin de Yabroud. J'espère qu'on va traiter bien et puis se retrouver la liberté. Alors Yabroud qui se situe à quelques 80 km au nord de Damas. À l'international toujours, une bonne nouvelle est venue, une fois n'est pas coutume, de l'Europe. D'un des derniers arrivés, la Croatie, petit pays de 4 millions d'habitants. Dimanche dernier, près de 66% de ses électeurs se sont prononcés en faveur d'un amendement de la Constitution définissant le mariage comme l'union entre un homme et une femme. Un non clair et net au mariage de personnes homosexuelles en fait. Pourquoi cette bataille soutenue par l'Église catholique locale a-t-elle été couronnée de succès là-bas ? Réponse de Maria Hildingson, secrétaire générale de la Fédération des associations familiales catholiques en Europe. C'est la première fois depuis l'indépendance de la Croatie, donc il y a une vingtaine d'années maintenant, qu'un référendum par voie populaire ait lieu. Plus de 700 000 citoyens ont signé une demande de référendum par voie populaire. En Croatie, il y a une grande conscience de l'importance de la famille comme creuset de la paix, comme source de paix, et le mariage comme étant vraiment le fondement de la famille qui assure à la fois une stabilité, une forme de permanence et une source de confiance, parce que le mariage est un engagement à vie et donc ça instaure une grande stabilité pour la société à travers la vie de famille où sont élevés les enfants, mais aussi pour les 2 époux qui sont unis dans cette aventure pour la vie entière. Retour en France où hier après-midi, l'Assemblée nationale s'est prononcée en première lecture sur la loi visant à lutter contre la prostitution. Charles-François Brejoin a recueilli la réaction du père Jean-Philippe Chauveau, fondateur de l'association Magdalena, qui œuvre auprès des prostituées du Bois de Boulogne. S'il n'y a que la politique, ça ne suffit pas. C'est qu'est-ce qu'on va faire pour venir à la fois être à l'écoute des gens qui vivent dans la prostitution et qui s'en réclament.
Je prends les extrêmes un petit peu exprès. Et puis, de l'autre côté, il y a les clients. Comment on va mettre un système éducatif, entre guillemets, parce que je n'ai pas d'autre mot, pour aider et soulager ces gens-là aussi. Donc il faut aller au-delà de la loi, c'est-à-dire interdire aux garçons d'aller voir des prostituées, ok, mais comment on les aide eux ? Permettre aux prostituées de leur donner un créneau, voilà, si tu arrêtes la prostitution, on est prêt à t'aider, à te trouver une formation, à te remettre en santé, quoi. Et puis après, à prendre ta part dans la société. Là, c'est génial. Avec quelle association ? Parce que là, tu as beaucoup d'associations qui vont se créer, parce qu'il y a de l'argent à prendre. Donc ça aussi, il faut en tenir compte, il me semble. Toujours en politique nationale, la réforme de la politique de la ville, avec un nouvel outil, une carte de la concentration de la pauvreté. Les nouveaux quartiers prioritaires seront ceux où plus de la moitié des habitants vit avec moins de 11 250 € par an. Voici ce qu'en pense Bruno Tardieu, délégué national d'ATD Quart Monde. Le père Joseph Wresinski l'a bien expliqué, la misère, c'est autant une question matérielle qu'une question d'exclusion sociale, de ne pas être reconnu par les autres, de ne pas être voulu par les autres. Aujourd'hui, nous parlons de discrimination pour précarité sociale, parce que c'est ça que vivent les gens. On ne vous traite pas comme les autres. Mais ça peut être parce que vous habitez le 9-3 et que tout le monde pense que dans le 9-3 c'est des racailles, ou ça peut être parce que vous habitez à Guéret ou dans ce coin-là, qui apparaît sur la carte apparemment, et que tout le monde pense que de là, il n'y a rien d'intéressant qui peut sortir. Est-ce que cette carte va faire progresser la conscience que la pauvreté peut être partout? Peut-être, parce que, vous savez, au niveau du monde entier, on prétend que les objectifs du millénaire pour lutter contre la pauvreté, c'est uniquement dans les pays du Sud. Les pays du Nord, comme la France, l'Angleterre, les États-Unis, ne veulent pas du tout parler de lutte contre la pauvreté sur le plan international, comme si nous, on n'en avait pas. Alors, question de société encore avec le travail du dimanche. Le gouvernement a fait plancher Jean-Claude Bailly sur ce sujet épineux. En début de semaine, l'ancien directeur de la Poste a remis au Premier ministre son rapport intitulé « Vers une société qui s'adapte en gardant ses valeurs ». Voici ce qu'en a retenu Jean Dionneau, président du collectif Les Amis du Dimanche. Aujourd'hui, vous avez 5 dimanches qui sont décidés par le maire. C'est le maire qui décide que tous les magasins peuvent ouvrir tel et tel dimanche, en général les veilles de fête ou pour les soldes. Mais aujourd'hui, on voudrait passer à 12 dimanches, 7 pour le maire et 5 pour le préfet, ou 5 pour les enseignes. C'est pas bien, il faut absolument que ce soit le maire, parce que le maire, c'est un décideur qui est responsable devant ses électeurs. D'accord ? Donc c'est le principe de subsidiarité. Alors que le préfet, c'est un fonctionnaire, et les enseignes, ils veulent ouvrir tous les 52 jours par an, hein, bien entendu. Nous, on défend le petit commerce, parce qu'aujourd'hui, seules les grandes surfaces veulent ouvrir le dimanche. Pour faire quoi ? Pour prendre la part de marché qui leur échappe au petit commerce, et on sait très bien, toutes les études le montrent, que ça ne crée aucun emploi. Alors l'actualité en France, c'est aussi le Téléthon qui débute en France ce vendredi. Les associations familiales catholiques réclament de la transparence. Que l'on dise que si la sélection embryonnaire permet à certains enfants d'exister sans maladie génétique, ce processus est fondé sur l'élimination des embryons porteurs de handicap. Les AFC qui par ailleurs ont publié un sondage IFOP selon lequel 60% des ménages se déclarent touchés par les nouvelles mesures fiscales. Et que si 80% des Français doutent de l'efficacité de ces mesures, bon prince, ils seraient quand même prêts à consentir à de nouveaux efforts, à 3 conditions. Des mesures justes, qui profitent au développement du travail, et surtout que l'État réduise son train de vie. Et justement, pour soutenir les hommes politiques dans leur travail et sans doute éclairer leur jugement, l'initiative baptisée « La France en prière » profite de la neuvaine de l'Immaculée Conception, commencée le 30 novembre. Une invitation à prier avec bienveillance pour toutes les personnes qui exercent un mandat politique dans notre pays. Il n'est évidemment pas interdit de commencer sa neuvaine en léger décalage. Rendez-vous sur le site lafranceenprière.fr. Et puis, on n'oublie pas le père Van den Bussche, enlevé le 14 novembre dernier au nord du Cameroun. Il y a 3 jours, l'Union islamique du Cameroun et le Conseil camerounais des imams, des mosquées et des affaires islamiques ont appelé les ravisseurs à, je cite, « libérer le plus tôt possible cet homme de foi et arrêter ces actes de kidnapping qui ternissent l'image de l'islam et peuvent à l'avenir avoir des répercussions sur les jeunes musulmans ». En France, l'association des guides et scouts d'Europe, dont fait partie le père Van den Bussche, a lancé de son côté une grande chaîne de prières jusqu'au 8 décembre. Par l'intercession de Jean-Paul II, accorde-nous selon ta volonté la grâce que nous implorons pour la libération du père Van den Bussche. La neuvaine pour le père Georges est une manifestation d'une fraternité que les scouts veulent avoir avec cet ancien scout et cet aumônier.
c'est aussi l'expression d'une proximité avec quelqu'un qui donne sa vie jusqu'au bout. Les scouts ont cette dimension de pouvoir ou de vouloir s'entraîner à aller aimer les autres jusqu'à donner leur vie pour eux. Le père Van den Busch, c'était un père scout, et donc dans la grande fraternité scout, le scout est l'ami de tous et le frère de tous autres scouts, donc sans mal que je prie pour lui, pour qu'il soit libéré. Je pense que comme il a aidé les troupes à prier, je pense que ce serait bien aussi pour lui montrer que c'est comme un enseignement de prier avec lui pour l'aider durant sa captivité. Alors, un comité de soutien au Père Georges a été constitué à l'initiative des membres de sa famille, de ses proches et du diocèse de Nanterre. Pour en savoir plus, consultez l'adresse qui s'inscrit sur votre écran. À Rome, samedi dernier, le pape François a confié une icône de Marie, siège de la sagesse, à une délégation de 10 étudiants français. Une icône confiée en 2000 par Jean-Paul II à la jeunesse du monde. Cette icône était au Brésil depuis 1 an pour les GMJ de Rio. Elle vient d'être confiée aux étudiants de France, également pour 12 mois. Charge à eux de la faire circuler dans les aumôneries, universités, foyers, groupes de prière. Voici ce que le père Simon d'Artigue, responsable de la pastorale étudiante de Toulouse, attend de cette visite. Cette icône-là qui va circuler de communauté en communauté chrétienne, pour nous c'est d'abord un lien entre toutes les communautés chrétiennes étudiantes de France. On se la passe comme un relais de communauté en communauté, de ville en ville, de diocèse en diocèse. On la reçoit à un temps donné, elle habite l'événement étudiant. Nous, ça sera un tournoi de rugby, mais pour un autre, ce sera un pèlerinage, pour un autre, ce sera une veillée d'évocation, pour un autre, ça sera une grand-messe ou je ne sais quoi. Et donc, elle va voir tout un tas de moments de vie étudiante très différents et elle va les habiter. Marie va être comme un trait d'union entre toutes ces initiatives étudiantes, la vie étudiante et les étudiants catholiques et pas catholiques, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives, la nôtre en tout cas, où il y aura bien sûr des étudiants qui ont foi en Jésus-Christ et qui ont un amour pour la Vierge Marie, mais il y aura aussi des étudiants qui sont là pour le rugby, par amour du rugby, et peut-être que la fréquentation de cette icône, la Vierge Marie, pourra leur donner quelque idée de se rapprocher du Christ, justement. Première halte prévue pour cette icône la semaine prochaine à l'Institut catholique d'études supérieures à La Roche-sur-Yon en Vendée. On en reparlera ici la semaine prochaine avec nos reporters sur place. Un communiqué du diocèse du Puy-en-Velay nous apprend que Monseigneur Henri Brincard va être hospitalisé à Lyon pour une intervention chirurgicale qui le rendra indisponible pendant une dizaine de jours. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. À Paris, samedi dernier, le cardinal 23 a ouvert l'année de l'appel. C'était à Notre-Dame de Paris au cours des premières vêpres. L'archevêque de la capitale a invité chacun à avancer au large, à pousser les portes, animer les rues, occuper les parvis. Je vous propose de l'écouter. Cet appel que j'adresse à chacun des membres de nos communautés nous est adressé à nous ensemble comme Église du Christ à Paris. C'est pour que nous y répondions ensemble que j'ouvre aujourd'hui pour notre diocèse l'année de l'appel en vue de vivre une mission commune au cours de l'Avent 2014. Chacune de nos communautés va se préparer à cette mission en appelant chacun de ses membres à devenir un ambassadeur du Christ auprès de son entourage. Chacune de nos communautés mettra en œuvre ses moyens pour fortifier la foi de ses membres et leur joie de témoigner. Alors on l'aura compris, l'Avent a bien commencé dimanche dans nos paroisses, mais aussi sur le net. Des sites invitent en effet les internautes à suivre une retraite en ligne pour se préparer à la venue de Jésus à Noël. Des sites comme Notre-Dame du Web ou celui des Carmes de la province de Paris, pour n'en citer que quelques-uns, nous nous sommes intéressés à celui d'Avent dans la ville qui offre ce type de cyber-retraite pour la 2e année. Retraite suivie tout de même par près de 60 000 personnes. Marine Wolf est partie à Lille pour voir ce qu'il y a derrière la page d'accueil du site. Jacques-Benoît Rocher, samedi 7 décembre, première prise. C'est dans la lingerie du monastère que les prédicateurs se relaient pour enregistrer leurs prêches. Un désert en hiver. En ces jours-là paraît Jean le Baptiste dans le désert. On s'est rendu compte que c'est ici, alors qu'il y a beaucoup de linge, voyez, et bien qu'on avait le moins d'écho possible. Bien que l'outil utilisé soit virtuel, pour les frères, l'accompagnement est bien réel, le site internet permettant un sentiment de communauté fort. Le prédicateur peut être plus direct et plus franc parce que justement il n'a pas ce retour immédiat. Et puis peut-être que la personne qui le reçoit est plus libre aussi parce qu'elle peut réagir, relire, ouvrir ce mail, ouvrir cette méditation au moment qui lui convient dans sa journée
donner, la reprendre à d'autres moments. Donc voilà, il y a une souplesse aussi qui est donnée par Internet qui est intéressante, puis qui permet sans doute d'ancrer vraiment cette prédication dans la vie des gens. Cette proposition est le développement de la retraite en ligne pour le carême créé il y a 10 ans et ça marche. Pour cette seconde édition d'Avant dans la ville, le nombre d'inscrits a presque doublé par rapport à l'an dernier, signe pour les frères que les internautes sont en recherche de spiritualité. 40% des inscrits de l'an passé nous disaient, eh bien en fait jusque-là, on n'avait aucunement eu l'idée de se préparer spirituellement un peu tous les jours à Noël. Et là, se recentrer en Dieu et rentrer dans ces mystères joyeux de Noël, eh bien ça invite les gens à redécouvrir la dimension spirituelle de Noël. Cette retraite est un moyen pour les internautes éloignés de propositions près de chez eux de se recentrer sur la parole de Dieu et de confier des intentions de prière, des intentions portées quotidiennement par les frères. Dimanche prochain, pour fêter l'Immaculée Conception, Lyon se parera une nouvelle fois de ses plus beaux atours pour la fameuse fête des Lumières. Depuis plusieurs années, le diocèse a réinvesti cette fête très populaire. Cette année, le diocèse a fait imprimer 20 000 encycliques du pape François qui seront offertes aux visiteurs. A noter que dès vendredi, le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon, et Monseigneur Battu, évêque auxiliaire, embarqueront à bord de 2 péniches. Pour ce pèlerinage fluvial, ils descendront la Saône en compagnie de personnes exclues et de personnes handicapées. Une première. Le même jour, à Marseille, le diocèse ouvrira l'année mariale à l'occasion des 800 ans de l'édification de la première chapelle dédiée à Marie sur la colline de la Garde. Reportage la semaine prochaine. Dernière minute, les ostensions limousines viennent d'être classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour voir ce dont il s'agit, n'hésitez pas à regarder Chasse gardée en Limousin, le très bon documentaire produit par KTO et visible sur notre site internet. Je vous le disais en ouverture de ce journal, nous allons retrouver nos invités pour parler de la situation en Ukraine. Juste avant, je vous propose de jeter un œil sur les unes de vos hebdomadaires chrétiens. Alors cette semaine, La Vie fait sa couverture sur la tentation du vote FN chez les catholiques. Un sondage exclusif où l'on apprend que seuls 7% des catholiques pratiquants se sentent proches du Front National. Selon la rédaction du magazine, je cite, « La digue catholique tient bon mais se fissure ». La Nef de ce mois de décembre s'interroge sur les enjeux de l'immigration en France avec un dossier d'une dizaine de pages. Le pape est en couverture de pèlerin cette semaine, pape qui présente son programme pour l'Église, car c'est bien ainsi qu'a été comprise sa première exhortation apostolique par la rédaction. Le pape inspire, puisqu'il est aussi à la une de Famille chrétienne, qui donne son analyse du premier document personnel du pape. Une exhortation perçue ici comme un envoi en mission et un appel à la conversion. Voici venu le temps d'écouter Monseigneur Di Falco évoquer la science sans conscience. Bonjour. Il y a 50 ans, le 22 novembre 1963, décédait à Los Angeles Aldous Huxley, l'écrivain britannique particulièrement connu pour son roman Le meilleur des mondes paru en 1932. Ce que l'on sait moins, c'est qu'Aldous Huxley avait comme frère aîné le biologiste Julian Huxley, qui fut le premier directeur de l'UNESCO de 1946 à 1948. Ils eurent comme demi-frère André Huxley, prix Nobel de médecine pour ses travaux sur la transmission nerveuse. Leur grand-père, Thomas Huxley, était un biologiste ami de Darwin, surnommé le Bulldog de Darwin, car il en était le plus farouche défenseur. Les Huxley étaient une famille d'académiciens britanniques intéressés par tout ce qui pouvait toucher l'évolution et l'avenir de l'humanité. La famille Huxley, la science, l'UNESCO, l'avenir de l'humanité, tout cela m'amène à citer le pape Jean-Paul II lorsqu'il vint à Paris en 1980 et intervint dans cette enceinte prodigieuse de l'UNESCO, je le cite. Alors que la science est appelée à être au service de la vie et de l'homme, on constate trop souvent qu'elle est asservie à des buts qui sont destructeurs de la vraie dignité de l'homme et de la vie humaine. C'est le cas lorsque la recherche scientifique elle-même est orientée vers ces buts ou quand ses résultats sont appliqués à des fins contraires au bien de l'humanité. Ceci se vérifie aussi bien dans le domaine des manipulations génétiques et des expérimentations biologiques que dans celui des armements chimiques, bactériologiques ou nucléaires. Mesdames et messieurs, poursuit le pape, le monde ne pourra pas poursuivre longtemps sur cette voie. À l'homme qui a pris conscience de la situation et de l'enjeu et qui s'inspire aussi du sens élémentaire des responsabilités qui incombent à chacun, une conviction s'impose qui est en même temps un impératif moral, il faut mobiliser les consciences.
Pour terminer, je laisse le dernier mot à Huxley. Il a dit ceci: « J'aimerais mieux être malheureux que de connaître cette espèce de bonheur faux et menteur. » À bientôt. Merci Monseigneur, il est temps d'ouvrir notre dossier de la semaine. Alors Antoine Arjakowski, vous êtes co-directeur du département de recherche Société Liberté Paix au Collège des Bernardins. Bonsoir. Bonsoir. Et Guillaume Goubert, vous êtes rédacteur en chef à La Croix. Bonsoir. Bonsoir. La conférence ministérielle de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe a commencé ce matin à Kiev. Elle est placée sous haute surveillance alors que les manifestations se poursuivent sur la place de l'Indépendance depuis une dizaine de jours. Les manifestants, soutenus par l'Occident, réclament la tête du président Yanukovych après la suspension d'un accord entre l'Ukraine et l'Union européenne au profit de la Russie. La Russie dans le rôle du grand méchant et l'Europe dans celui du bon samaritain démocratique. C'est un peu plus compliqué que cela, non ? C'est-à-dire, parfois il faut des simplifications pour comprendre. C'est vrai qu'aujourd'hui en Ukraine, l'Ukraine veut se définir comme européenne. Et c'est assez touchant. Les Ukrainiens parlent de cet accord de traité d'association avec l'Union européenne en disant, qui est préparé depuis 2 ans, en disant oui, on a besoin d'une réforme de la justice. C'était un des aspects du traité d'association. On a besoin d'une réforme de la justice, on a besoin d'un état de droit, et les Ukrainiens voient ce qui se passe dans les pays comme la Pologne, ce sont des cousins, en Roumanie, ils voient les évolutions économiques, politiques, et donc ils veulent appartenir à cet ensemble, ils se sentent européens fondamentalement, et ils défendent leurs droits à un moment où, comme vous le savez, dimanche dernier, au petit matin, les Berkouta, comme on les appelle, les CRS qui dépendent directement du ministre de l'Intérieur, ont bastonné, mais jusqu'au sang, des jeunes étudiants qui étaient là pacifiquement à défendre cet accord d'association avec l'Union européenne. Et c'est vrai que les Russes ont eu tendance à soutenir plutôt le gouvernement Yanukovych qui s'est opposé à ce traité d'association. Alors je suis surpris, vous dites que les Ukrainiens ont envie de se raccrocher à l'Europe. Il y a quand même toute la partie orientale du pays qui peut-être voudrait plus coller à la Russie, non ? Aux grands frères russes ? Alors, la partie orientale de l'Ukraine est russophone, et donc elle se sent proche de la Russie. Mais depuis 2 ans, c'est ça qui a changé, c'est que le gouvernement était parti dans ce traité d'association avec l'Union européenne, et donc tous les médias, tous les ministres ont petit à petit convaincu l'Ukraine, dans sa majorité, de l'intérêt à s'associer avec l'Union européenne, et c'est la raison pour laquelle un certain nombre d'oligarques, dont Dimitri Firtash et d'autres, Rinat Akhmetov, qui est à Donetsk, eh bien, était très intéressé pour commercer avec l'Union européenne et pour rejoindre la grande famille européenne. Donc, c'est complexe, c'est pas unanime, mais là où les Ukrainiens se retrouvent quand même, c'est dans la défense de la dignité de l'homme, dans un état de droit et de justice. Alors, bien entendu, la partie orientale ne veut pas que ça soit au prix d'une rupture avec la Russie, mais les Ukrainiens de l'Est que je connais et qu'on peut voir aussi sur Maïdan, on voit d'ailleurs que Yanukovych a beaucoup de mal à réunir des renforts sur Maïdan pour soutenir sa position. L'Ukraine a été révoltée par ce qui s'est passé dimanche, et je dirais que ça fait depuis les élections présidentielles qu'ils ont accumulé des tensions, et Yanukovych est en dessous de 5% de popularité en Ukraine. C'est du jamais vu. Donc ça veut dire l'ensemble du pays est pour un changement et pour un changement de gouvernement. Alors, Guillaume, vous aviez observé cela à La Croix ? Non, c'est-à-dire que l'Ukraine, c'est un pays passionnant, parce que c'est un grand pays d'abord, hein, il faut d'abord avoir conscience de ça, c'est grand et peuplé à peu près comme la France. C'est un grand pays et c'est un pays de frontières, c'est un pays qui est sur une ligne de fracture entre l'Est et l'Ouest du continent, entre le christianisme occidental et le christianisme oriental. Il y a une situation religieuse qui est très complexe dans ce pays. Donc il faut faire toute sa place à cette complexité géographique qu'on vient d'évoquer. En même temps, je trouve aussi qu'il y a quelque chose de très très bouleversant dans ces images de personnes pour qui l'idéal européen représente quelque chose et qui quelque part nous renvoie à notre propre morosité, à nos propres désillusions, à ne plus se rendre compte de ce que l'idée européenne a apporté à ce continent depuis 50 ans. Mais pour autant, là, on n'est pas dans la Révolution orange, là c'est autre chose. C'est différent parce que l'histoire ne se répète jamais, et en même temps c'est très proche parce qu'il y a une jeunesse qui est sortie dans la rue, comme en 2004,
et qui souhaite un véritable changement et qui est prête à tenir pendant des semaines. Ça va durer longtemps. Là, le gouvernement, avec l'échec de cette motion de défiance du gouvernement, a tenu bon. Et donc, la solution, c'est le boycott, c'est les manifestations de rue, c'est une sorte de blocus international aussi. Les Yatsenyuk, Klitschko et Tiagnibok ont appelé la communauté internationale à les soutenir. Et d'une certaine façon, la Chine n'a pas soutenu Yanukovych qui, pendant que son pays était en train de manifester, est parti en Chine. Eh bien, les Chinois n'ont pas soutenu l'accord que Yanukovych a présenté. Donc ça veut bien dire que ça va durer longtemps et que l'ensemble de ces forces vont pouvoir permettre, comme en 2004, un changement de gouvernement. La différence avec 2004, c'est que la situation économique est bien pire qu'en 2004. En 2004, il y avait 12% de croissance par an. Aujourd'hui, on est à moins 1% de croissance. Et donc, l'Ukraine est étranglée et le gouvernement a une grosse pression sur lui. Alors, il y avait l'Église en 2004 qu'on voyait avec notamment Monseigneur Zedchuk et puis surtout tous ces jeunes de l'université de Lviv, je ne sais pas trop prononcer, absolument, voilà, qui étaient un petit peu aux avant-postes. Aujourd'hui, ils sont là. Que disent-ils? Qu'est-ce qu'ils font? L'université catholique est dans la rue, l'Académie Mogila est dans la rue, c'est comme en 2004. Le cardinal Gouzard est descendu sur Maïdan en dimanche dernier pour faire un appel à la paix, mais aussi à la défense de ses droits. Le patriarche Shevchuk, qui l'a remplacé, a fait la même déclaration. L'Église orthodoxe du patriarcat de Kiev soutient l'Euromaïdan, comme on l'appelle. Et même l'Église orthodoxe du patriarcat de Moscou, qui est la plus proche de la Russie, s'est positionnée de façon neutre, en disant qu'il fallait bien entendu qu'il y ait la paix et soit conservée, mais que chacun avait le droit de défendre ses opinions, ce qui montre une distance par rapport au patriarche Kirill de Moscou. Alors comment tout cela va-t-il finir, en fait ? Bien, c'est la réflexion que j'ai avec mes amis ukrainiens. Ça risque de durer longtemps. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une détermination très forte de la part de Arsène Yatsenyuk, que j'ai eu l'occasion de rencontrer il n'y a pas très longtemps, et qui se prépare. Il est né en 73-74, il a été ministre des Affaires étrangères, président de la Banque nationale ukrainienne, président du Parlement ukrainien. C'est quelqu'un qui a une grande expérience et qui, tous les soirs, harangue la foule en disant « on ne lâchera pas la place Maïdan tant que le gouvernement n'aura pas démissionné et qu'il y aura des nouvelles élections ». Donc ils sont extrêmement déterminés, simplement ça risque de durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Les équipes de la Croix seront mobilisées? Oui, bien sûr, on a un envoyé spécial sur place, il y en a un autre qui était là-bas la semaine dernière. Je pense que c'est une des choses à souligner d'ailleurs aussi dans la comparaison avec 2004, c'est que dans les deux cas, la violence n'est pas du côté des manifestants. Ce sont vraiment des manifestations non violentes et ça mérite d'être salué. Ensuite, je veux dire, il ne faut pas forcément envisager les choses en termes de basculement. Je veux dire, les inquiétudes de la Russie sont peut-être excessives. Il n'est pas, je veux dire, on peut trouver une sorte de continuum entre l'Occident et l'Orient du continent, sans obliger l'Ukraine à choisir totalement son camp. Mais ce qu'il faut entendre, c'est l'aspiration des Ukrainiens à la démocratie, à l'état de droit, et que c'est une aspiration très très respectable. Un mot de conclusion ? Je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. On est tout à fait d'accord. C'est parfait. Merci messieurs pour cet échange et merci à vous chers téléspectateurs pour votre fidélité. Comme d'habitude, vous pourrez revoir cette émission et nos programmes sur ktotv.com. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.